découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La perception de la société civile en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, suscite encore des polémiques, surtout sur le plan politique. Des grandes questions nous interpellent quant à sa définition, son rôle, ses actions et sa présence dans les jeux politiques. M. Ibrahim Yaouremi, président de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne, est sur notre plateau pour répondre à toutes ces interrogations. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ça fait débat, émission consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour mener à bien cet entretien, je suis avec ma collègue Rosemonde Foncé, également journaliste à Ivoire TV.net. Bonjour Rosemonde. Bonjour M. Seka. Alors M. Ibrahim, bonjour. Bonjour cher frère. Alors M. Ibrahim, vous êtes le président de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne. Alors tout de suite, la première question, qu'est-ce qu'on entend par société civile? Merci, cher frère, pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui afin que la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne que nous présidons puisse donner une définition de ce que c'est la société civile. Pour nous, la société civile se définit comme un large éventail d'organisations gouvernementales à but non lucratif qui, bien entendu, exercent des actions bien concrètes afin d'amener le pouvoir public à pouvoir respecter les droits du citoyen. Alors, quel est le rôle de la société civile? Merci beaucoup, cher frère. Il est important que vous le sachiez. La société civile a d'abord un rôle de conscientisation, de sensibilisation, d'éducation et de formation. Mais il est important aussi de le souligner, la société civile a un rôle de neutralité objectif. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Parce que une société qui n'est pas informée, une société qui n'est pas formée, une société qui n'est pas conscientisée, vous comprenez avec moi que cette société sera manipulée par les politiques. Tout à l'heure, mon collègue a dit que vous êtes président de la plateforme. Est-ce à dire donc que votre fêtière, depuis quand est-ce qu'elle existe et combien de mouvements est-ce que la fêtière, c'est-à-dire la plateforme des jeunes de la société civile, comprend? Merci madame. Il est important que vous le sachiez parce que de notre part, nous n'avons rien à cacher.
la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne existe depuis le 1er juin 2019. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. En moins de 5 mois de création, c'est-à-dire au 16 novembre 2019, nous étions à plus de 111 000 taux de couverture. Et aujourd'hui, nous pouvons facilement, nous sommes en 2020, nous avons un taux de couverture de 260 000 personnes. Nous regroupons beaucoup d'associations de jeunesse, beaucoup d'associations de femmes, beaucoup d'ONG. C'est pourquoi vous allez voir avec nous, lorsque vous parcourez nos statuts et règlements, il y a des coordinateurs affiliés, des directeurs affiliés, c'est-à-dire ce sont des responsables qui géraient avant des associations. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 30 associations de femmes, de jeunes et d'ONG qui sont affiliés à la plateforme. Monsieur Lanemi, quels sont donc les objectifs de cette plateforme-là et comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que vous fonctionnez sous fonds propres ou bien vous êtes affilié à un parti politique? Merci madame. Je voudrais vous dire merci parce que cette question elle est beaucoup pertinente. Avant de parler d'objectifs, il est important parce qu'avant de se fixer des objectifs, il faut d'abord tracer les sillons. C'est-à-dire qu'il faut se fixer des missions. Il faut se donner des missions. Et c'est en fonction de ces missions qu'on arrive, bien entendu, à réaliser les objectifs. Mais nous, au sein de notre plateforme, nous avons, bien entendu, 4 missions que nous jugeons prioritaires. Il s'agit de conscientiser, sensibiliser, éduquer et former la jeunesse ivoirienne sur ses droits et devoirs. Et lorsque nous arrivons à leur faire comprendre qu'il est temps de prendre leur destin en main, bien entendu, nous avons un objectif commun à atteindre. Il s'agit bien entendu désormais de donner les atouts nécessaires, de donner les forces, disons, les attributs nécessaires à cette jeunesse qui est désormais consciente, qui est désormais responsable, qui est désormais citoyenne, à prendre une part active dans toutes les grandes décisions qui concernent la vie de notre nation. Et lorsque cet objectif sera atteint, bien entendu, ça demande à ce que nous puissions échanger désormais, car sur table avec les acteurs politiques, ceux qui gèrent nos pays, nos gouvernants. Parce que cette jeunesse que nous représentons représente plus de 70% de la population ivoirienne. Donc l'objectif est que nous puissions être associés désormais, après avoir pris connaissance, après avoir pris conscience qu'il est temps, avec les qualités, avec les formations, avec tout ce que nous disposons comme atout, que nous soyons associés à la gestion de notre pays. Monsieur, moi, c'est vrai que le discours, il est bien beau, mais ça passe aussi par les finances. C'est pourquoi je veux savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Est-ce que c'est sur fonds propres ou bien vous êtes financé par un parti politique? Merci madame. Et c'est ce qui fait le problème en Afrique ici. Et la plupart des organisations de la société civile sont inféodées aux partis politiques. Mais nous... Est-ce que vous vous êtes inféodé? Ah non, pas du tout, madame. Vous nous suivez tous les jours. Vous jouez la carte de la neutralité. Nous avons une neutralité objective. Parce que quand vous lisez nos interviews, même hier, nous avions eu à souligner que le président de la commission électorale doit démissionner. Parce que nous avons un devoir de neutralité. Nous avons un devoir de rencontre avec... Oui, on y reviendra tout à l'heure au président de la commission électorale. Nous ne percevons pas de 5 francs de qui que ce soit. Oui, d'aucun acteur politique. Alors, M. Ibrahim, nous voyons pratiquement 3 prix devant nous ici. C'est à quelle occasion vous les avez eus? Merci. Je tiens d'abord à rendre hommage à tous les membres des instances de la plateforme, des jeunes de la société civile ivoirienne. Nous venons de fêter les 1 an, parce que, comme je l'ai dit, la plateforme a été créée le 1er juin 2019. Et au vu des différentes actions qui ont été menées, nous avons été reconnus le 22 février 2020 comme la meilleure organisation de la société civile ivoirienne. Et c'était sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, le président Amadou Soumaoro. Donc, en un an que vous voyez, est-ce que c'est pas aussi vous flatter peut-être? Ah non, monsieur, vous constatez avec moi, comme je l'ai dit tantôt, dès que notre organisation a été mise en place, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous avions eu à rencontrer tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. La présidente de la République nous a reçus à 2 reprises afin de leur faire part de nos préoccupations,
afin de leur faire comprendre qu'il est temps de discuter ensemble. Parce que vous convenez avec moi, vous êtes jeunes comme moi. Depuis plus de 20 ans, avec le coup d'État de 1999, notre avenir a été pris en otage. Donc, dans toutes ces rencontres, nous leur faisons comprendre qu'il est temps de discuter avec nous et aussi entre acteurs politiques de s'entendre pour qu'il y ait des compromis et un consensus. Parce que nous ne voulons plus de crise en Côte d'Ivoire. Et ce qui a été fait, nous avons rencontré des diplomates au plus haut niveau pour leur faire comprendre de nous aider à sensibiliser nos parents, nos aînés politiciens qui gèrent la vie de notre pays. Et bien entendu, nous disons que nous sommes dans une année électorale et qu'il était important pour nous que les premiers acteurs, qui sont les politiciens, ceux-là qui manipulent la jeunesse, puissent s'entendre. Nous allons revenir bien sûr sur les élections en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, nous allons continuer toujours dans notre entretien. La pandémie de la Covid-19 est toujours présente et les cas de contaminés grimpent ces temps-ci. Pensez-vous que les Ivoiriens saisissent l'ampleur de la maladie? Merci pour la pertinence de votre question. De notre point de vue, la situation est grave. Il faut le dire net, la situation est tellement alarmante qu'il est important de le souligner ici. La population ivoirienne saisit bien entendu le sens et surtout la gravité de cette maladie, de cette pandémie. Mais vous constatez avec moi que cette crise sanitaire que la Côte d'Ivoire traverse, que le monde entier traverse. En Côte d'Ivoire ici, nous trouvons que le gouvernement n'a pas été à mesure, n'a pas pris les décisions idoines. Nous allons revenir à cette question. Mais d'abord, est-ce que les Ivoiriens saisissent l'ampleur de la maladie? Oui, bien entendu. Comme je l'ai dit, les Ivoiriens saisissent l'ampleur de la maladie. Pourtant, quand nous nous baladons dans la commune, dans différentes communes, nous voyons que certains ne portent pas de cache-nez et tout ça. Oui, mais monsieur, est-ce que l'ampleur est saisie? Mais monsieur, je voudrais vous dire une chose qui est très claire. Aujourd'hui, qui gère le pays? Qui gère notre pays? Il y a un gouvernement qui est en place. Le gouvernement doit assurer la sécurité de chaque citoyen de ce pays. Ça figure bien entendu dans notre constitution, dans notre loi fondamentale. Alors, mais vous voulez que nos mamans qui vendent sur les marchés, nos soeurs qui vendent les vivriers, les marchés, qui n'ont pas d'autres sources de revenus, restent à la maison. Mais ce n'est pas possible. Pourtant, ce sont les personnes les plus exposées parce qu'elles sont en contact avec le public. Mais elles sont obligées. Et vous voyez les jeunes gens qui gèrent les cabines. Tout le monde se promène. Vous dites que, écoutez, ils doivent porter, les masques doivent être obligatoires. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de quoi manger, vous voulez qu'il porte les masques avec quoi? Il va acheter avec quoi? Monsieur Lebon, excusez-moi de le dire, mais le gouvernement a pris certaines mesures. Certes, peut-être que les mesures sont insuffisantes, mais quand même, je crois qu'on ne va pas aller chez chaque Ivoirien pour leur dire de laver les mains. Les mesures sont simples. Porte ton masque, utilise un gel hydroalcoolique et puis le lavage des mains. On a vu ici le gouvernement en train de donner des masques à certains Ivoiriens. On est sans oublier qu'on est quand même 22 millions d'habitants. C'est pas évident pour le gouvernement à lui tout seul de faire, mais je pense que le gouvernement fait en tout cas ce qu'il peut. Qu'est-ce que la Pepsi, elle, fait pour aussi ses adhérents? De notre côté, nous menons beaucoup d'actions. Mais comme je l'ai dit, il est du devoir du gouvernement de Côte d'Ivoire, bien entendu, de saisir le taureau par les cornes. Quelles sont pour vous les suggestions que vous faites au gouvernement? Parce que c'est bien beau souvent de critiquer, mais le gouvernement elle-même a besoin aussi de critiques constructives pour pouvoir avancer. Tous les jours, vous entendez à la télévision, sur les médias, nous avons acheté 22 millions de masques, nous avons acheté tel million de produits de gel. Qui sont redistribués. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, au niveau de la société civile ivoirienne, la plateforme de la société civile ivoirienne, nous n'avons reçu aucun masque. Mais est-ce que vous avez mené des enquêtes pour savoir si les autres Ivoiriens ont quand même reçu des masques? Pour toutes les personnes avec lesquelles, puisque nous sommes sur le terrain, nous sommes sur le terrain à Yopougon, nous avons par exemple la coordination des enseignants privés de Côte d'Ivoire qui sont affiliés à la plateforme. Nous-mêmes, nous sommes sur les marchés, nous échangeons avec nos mamans, nos soeurs, parce que pour nous, les personnes qui sont avec le public, c'est avec ces personnes
qu'il faut beaucoup communiquer, il faut sensibiliser, il faut leur donner le minimum. Et le minimum, ce sont les masques et les gels. Alors, votre point de vue sur la COVID-19 nous amène à vous demander comment est-ce que vous ressentez la gestion de l'État de Côte d'Ivoire concernant cette pandémie. Mais la gestion de la COVID-19, elle est scandaleuse. Mais monsieur, j'ai même pas besoin. Non, la gestion elle est scandaleuse parce que tous les jours, et ce qui nous fait mal encore, dans tous les pays européens, et partout où nous voyons sur les médias, lorsqu'on dénombre les personnes qui sont atteintes du Covid-19, on les présente. Les personnes qui sont guéries, par moment, on dit quels sont les produits qui sont utilisés. Mais ici en Côte d'Ivoire, on n'a jamais, moi je n'ai jamais vu quelqu'un sur mes yeux, on n'a jamais présenté, voici les personnes qui sont guéries, voici les médicaments qui ont été utilisés. Mais c'est tout ça qui effraie les Ivoiriens. C'est ça qui crée le doute dans la tête des Ivoiriens. Les gens se demandent, est-ce que vraiment cette maladie existe? Madame, les gens se demandent, est-ce que la maladie existe? On dit, les gens viennent s'asseoir à la télévision. Des gens qui représentent l'État, qui disent, nous avons soigné 1000 personnes. Il y a 2 qui sont morts. Les corps là se trouvent où? Les personnes qui sont guéries. Quels sont les médicaments que vous avez utilisés? Mais madame, on n'a aucune information. Est-ce que vous êtes allé dans les centres de santé ou bien est-ce que vous êtes rendu au ministère de la Santé pour pouvoir affirmer ce que vous dites là? Mais madame, ce n'est pas à moi de le faire. Mais c'est à l'État de Côte d'Ivoire. Vous êtes de la société civile. Oui, mais madame, nous avons adressé des courriers au ministère de la Santé, au ministère de la Famille pour leur dire ce qui se passe est inacceptable. On ne peut pas comprendre. Bien entendu, nous avons saisi l'État de Côte d'Ivoire, nous avons saisi la présidence pour leur dire, pour la gestion d'une telle crise, d'une telle pandémie, on devrait associer toutes les forces vives. Mais pour nous, c'est le gouvernement RHDP, seul qui gère cette situation. Alors, vous dépréciez la gestion du gouvernement. Pourtant, des milliards ont été décaissés. Mais monsieur, ce que je vous disais, ces milliards-là, c'est entre les mains du pouvoir RHDP. Nous, en tant que société civile, moi, je suis le premier responsable de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne. Je vous l'ai dit, notre page, nous avons un taux de 260 000 personnes. Et monsieur, nous avons été reconnus comme meilleure organisation de la société civile ivoirienne. Et je vous l'ai dit, la présence même, les services du président de la République, nous avons été reçus à 2 reprises. Nous avons rencontré tous les acteurs politiques. Notre dernière rencontre, c'était avec le président Henri Konan Bédié, avec bien entendu, les différents acteurs. Nous avons eu échangé. Donc, monsieur, toutes ces forces vives, il faut les associer à la lutte de cette pandémie. Mais chaque fois que nous évoquons ces problèmes avec les différents acteurs politiques, l'opposition, ils nous disent, mais monsieur le président des jeunes de la société civile, nous avons adressé des courriers, nous avons demandé au gouvernement de nous associer. Bon, mais nous n'avons jamais reçu. Si jamais le gouvernement vous associe, qu'est-ce que vous proposerez? Mais c'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, nous recevons des dons. On nous déclare des milliards, tel pays nous a donné des milliards. Il est temps de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire. Je crois que le gouvernement l'a fait. Il y a 13 milliards qui sont allés aux familles vulnérables. Il y a 1000 milliards, il y a 115 milliards qui sont allés pour les compteurs de 5 ampères. Le gouvernement a quand même donné un rapport. Hein? Le gouvernement a quand même fait un rapport. Je crois, si on a suivi le journal, le gouvernement a quand même fait un rapport. Vous dites que c'est insuffisant. Vous dites aujourd'hui que les 1700 milliards sont aux mains du RHDP. Oui, bien entendu, moi je le dis. Et M. Seka vous demande actuellement, si aujourd'hui le gouvernement devait vous associer, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette gestion de la crise-là soit parfaite en Côte d'Ivoire? Merci. Mais avant de répondre à cette question, vous avez dit des choses très très importantes. Vous avez dit tantôt que le gouvernement a distribué des milliards à des familles démunies, 13 milliards. Mais madame, nous avons fait une interview, nous avons adressé des courriers pour leur demander, mais quel a été le mode opératoire du recensement de ces familles, disons, qui sont sinistrées ou bien des familles qui sont démunies. Mais on voit des responsables au plus haut niveau de l'État qui passent à la télévision, qui disent, bon, chaque famille démunie va recevoir 25 000 francs. Mais je dis, d'ailleurs, on a leur numéro de téléphone. Je dis, ils distribuent l'argent à leurs militants. Nous, la société civile, nous n'avons rien reçu. Ce sont les militants, ils ont les numéros de tous les militants. Et ce sont ces militants qui reçoivent cet argent. Donc, moi, en tant que société civile... Est-ce que vous avez une preuve?
campagne. Mais en tout cas, bon, ils n'ont qu'à... Est-ce que vous avez la preuve? Nous avons demandé à ce qu'on nous affiche, on nous donne la liste officielle de toutes ces personnes qui ont reçu cet argent, dans quelle zone ces personnes habitent et à quel moment il y a eu cette procédure de recensement des familles vulnérables en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé ça. Parce qu'avant de distribuer l'argent du contribuable ivoirien, il est très important qu'on associe toutes les forces vives. Qu'on puisse dire, écoutez, laissons tomber la politique. Nous vous appelons, nous venons de recevoir 17 milliards, 30 milliards. Voilà ce que nous allons faire. Bon, l'opposition, nous savons que vous avez des militants, mais il y a la société civile. Alors voici comment nous allons procéder pour pouvoir aider les familles qui souffrent, qui sont les plus démunies. Mais ça n'a pas été le cas. Un soir ou bien la journée, le matin, tu es assis là, tu vois la télévision, on dit bon, on a envoyé 25 000 francs à telle famille. Mais je dis que cet argent qui a été donné à un militant qui est inféodé à leur parti politique. Monsieur Eboué, ça veut donc dire aujourd'hui que le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir RHDP, utilise l'argent du Covid-19 à des fins de campagne politique. Ben, madame. Non, la question c'est oui ou non, à des fins de campagne, c'est ça. Moi, je le dis haut et fort, que l'argent que le gouvernement, parce que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement RHDP. Qui gère le pays. Donc, l'argent qui est distribué, nous disons que nous, au niveau de la société civile ivoirienne, nous regroupons beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG. Aucun de nos membres n'a reçu 5 francs sur son portable. Mais c'est bien heureux parce qu'ils ne sont pas vulnérables. Donc, ils ne sont pas dans la liste. Ah bon, madame? Donc, apparemment, s'ils n'ont pas reçu, donc le gouvernement suppose qu'ils ne sont pas vulnérables. Non. Parce qu'on nous a dit ici qu'ils ont eu recours au centre social. Ils ont eu recours à une liste préalable qui se trouve dans... Oui, mais quand nous affiche, qu'on nous donne officiellement cette liste, que chacun de nous, chaque Ivoirien puisse vérifier. Mais madame, c'est vraiment déplorable parce que, regardez... Alors, monsieur Ebrin, en ces temps de crise sanitaire de la Covid-19 qui sévit partout dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire, tous se mobilisent pour freiner et vaincre ce mal. Quelle action a mené ou mène votre plateforme pour juguler la pandémie de la Covid-19? Merci beaucoup, cher frère, pour la pertinence de votre question. C'est ce que je disais tantôt. Il est temps que ces politiciens ingrats et égoïstes arrêtent de penser à leurs intérêts mesquins. Ça, ce n'est pas juste. Il est temps de s'asseoir autour de la même table avec toutes les forces vives. C'est ce que nous demandons. Nous ne sommes inféodés à aucun parti politique. Souvent, les gens disent, mais écoutez, monsieur le président, vous parlez un peu trop. Ah bon? De mes terres. Pendant que mes frères et sœurs, avec lesquels nous sommes allés à l'école, beaucoup ont les diplômes, ils sont des ingénieurs, ils ont des métiers, il y a des docteurs. Et ces personnes n'arrivent pas à trouver un emploi. Certains sont devenus des gérants de cabine. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées pour juguler cette crise? Quelles sont les actions que la plateforme... Dès les premiers moments, nous avons mis en place un comité d'éveil. Et ce comité a pour rôle de conscientiser d'abord, former nos représentants dans chaque commune. Puisque vous êtes tout à fait d'accord avec moi et vous me comprenez, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, personne ne doit sortir d'Abidjan. Alors donc, il fallait mener des premières actions au sein d'Abidjan, au sein du district d'Abidjan. Donc, nos coordinateurs qui sont dans les communes d'Abidjan, nous les avons formés d'abord sur le risque qu'ils encourent en allant sensibiliser, en allant former nos parents, nos frères et sœurs, afin de leur faire comprendre que cette maladie, elle est réelle. Et en partant, ce que nous avions eu à faire au sein du comité exécutif de la plateforme, nous sommes retrouvés en réunion extraordinaire afin de procéder à des dons. Nous avons fait des cotisations exceptionnelles pour acheter des vivres et des non-vivres, des masques et du gel et du produit hydroalcoolique qui nous a permis d'être à l'université Félix Houphouët-Boigny, où nous avons rencontré le délégué, le collège, le délégué de l'université de Cocody. C'est un collège de délégués, bien sûr, qui regroupe plus de 60 000 étudiants. Nous avons été sollicités par leur porte-parole et nous sommes allés faire des dons, en vivre et en non-vivre. À Abidjan, dans tous les districts, dans toutes les communes, nos différentes coordinations, effectivement, sont sur les marchés. Parce que c'est sur les marchés que l'épidémie peut se ventiler très facilement. Donc, il est important de le souligner. À part ces actions, nous étions à la radio nationale, je crois bien c'était le 7 avril 2020,
afin de sensibiliser, afin de faire comprendre à nos parents que cette maladie, elle tue, de ne pas regarder les corrélations politiques. Mais il est important que nous essayons de nous asseoir autour de la même table et de voir quelles sont les voies et moyens que nous devons utiliser ensemble afin de combattre cette pandémie. Et que désormais, chaque frère, chaque militant, quel que soit son beau politique, doit pouvoir donner l'information vraie à son voisin, à son ami et à tout son entourage. Donc, nous continuons de mener des actions de sensibilisation, de conscientisation, bien entendu, afin de freiner la pandémie. Alors, il est vrai que la COVID-19 cause beaucoup de dégâts, mais à côté d'elle aussi, il y a aussi les pluies diluviennes. À cet effet, il y a plusieurs morts déjà au niveau de la commune d'Agnama, également dans plusieurs communes au niveau de la ville d'Abidjan. Un commentaire? Je voudrais d'abord m'incliner et surtout demander à Dieu Tout-Puissant de recevoir toutes ces âmes affligées, toutes ces personnes décédées, les familles qui traversent ces moments douloureux. Mais c'est vraiment regrettable, ça fait partie de la vie. Mais pour nous, nous disons que le gouvernement doit faire mieux, doit faire plus. Beaucoup de milliards ont été déclarés par le gouvernement afin de voir dans quelle mesure ils vont améliorer le plan directeur de la ville d'Abidjan. Et surtout, au plan sanitaire, nous avons beaucoup de problèmes. À chaque saison pluvieuse, nous avons les mêmes problèmes. Pourtant, il y a eu le plan ORSEC. Ah oui, mais monsieur, ce que je disais tantôt. Mais après ces deux pluies, ces deux grandes pluies, quand vous prenez la voie de Faya jusqu'au plateau, mais le goudron qui a été fait, qu'on appelle goudron biodégradable ou bien quoi, je ne sais quoi, mais la pluie a tout ramassé. Ça pour dire que le travail a été mal fait. Hein? C'est-à-dire tous ces milliards que les gens nous ont déclarés, ces milliards ne sont pas rentrés où ça devait rentrer. Les personnes qui ont eu ces marchés ont mal fait les travaux. Mais il n'y a pas eu de suivi ni de contrôle. Mais dans un plan stratégique d'action, c'est le suivi et le contrôle qui donnent les résultats escomptés. Donc nous disons que pour ce qui concerne les biens de l'État, c'est vrai, c'est le gouvernement RHDP qui est au pouvoir, mais il est important de temps en temps de composer avec l'opposition ivoirienne, surtout avec la société civile ivoirienne. Parce que ce qui est important, pour un pays démocratique, un pays qui se dit démocratique, c'est un pays où il y a une société civile forte qui accompagne le gouvernement. Monsieur Lebron, le 29 avril dernier, la Côte d'Ivoire a décidé de son retrait à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce retrait a donc fait suite à la décision de cette juridiction ordonnant la suspension des mandats d'arrêt lancés par la justice ivoirienne contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Quelle analyse faites-vous de ces décisions et quelles pourraient être les conséquences pour la Côte d'Ivoire? C'est vraiment regrettable parce que pour nous, en tant que jeunes de cette génération consciente et responsable et citoyenne, le gouvernement a pris des décisions qui, de notre point de vue, ne peut pas nous aider à avoir de très bonnes relations avec la communauté internationale et avec la sous-région. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est très important. Depuis les indépendants jusqu'à ce jour, c'est la première fois dans l'histoire que le gouvernement ivoirien prend une telle décision. Et nous trouvons que c'est un peu trop, c'est grave. C'est pas un peu, c'est grave. C'est grave. Le gouvernement doit revenir sur cette décision. Nous, en tant que société civile, nous disons que le gouvernement doit revenir sur cette décision. Et par ailleurs, nous n'arrivons pas à comprendre. Les crises successives qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, ça a entraîné beaucoup de morts. Mais une telle décision, normalement, devait reconforter tous les Ivoiriens. L'État même devrait saisir l'occasion pour dire, écoutez, pour la réconciliation nationale, nous prenons acte. C'est ce qu'on attendait du gouvernement. Mais pas prendre une décision. Ah oui, mais vous dites... certains pays africains se retirent. Ah oui, mais madame, la Côte d'Ivoire,
c'est un pays exceptionnel. Là. C'est la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, de Félix Houphouët-Boigny, homme de paix, homme de tolérance. Qui a connu la guerre. Ah oui, mais qui a connu La guerre. Ah oui, mais cette guerre, elle était provoquée par les acteurs politiques qui étaient tapis dans l'ombre. C'est cela. C'est cela. Et c'est pourquoi je le dis tous les jours. Les problèmes auxquels la jeunesse aujourd'hui est confrontée. Mais, madame, tous ces problèmes viennent de la part de ces politiciens. Alors, on parle des politiciens également, c'est bien. Alors, comment accueillez-vous la décision de la CPI autorisant le président Laurent Gbagbo et le ministre Ablé Goudé à se rendre dans 123 pays, dont la Côte d'Ivoire? Mais c'est un ouf de soulagement, chers frères. Le 28 mai 2020 restera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du monde. C'est la victoire de la lumière sur le monde des ténèbres. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature. Pourquoi? Parce que quelqu'un qu'on accuse de tous les noms, on l'envoie à la CPI. Pour certains acteurs politiques en Côte d'Ivoire, il ne doit plus revenir. Mais c'est un Ivoirien, quel que soit ce qu'il a fait, il va chez les Blancs, c'est pas chez nous en Afrique, chez les Blancs. On le juge, on dit qu'il est innocent. Mais normalement, ce qu'on devrait faire, ce que le gouvernement devrait faire, c'est de convoquer toute la classe politique pour dire la CPI vient de prendre une décision importante. Au nom de la réconciliation, je vous demande tous, j'ai besoin de votre bénédiction. Le président, j'ai besoin de votre bénédiction. Je vais chercher mon frère Laurent Gbagbo pour revenir avec Ablé Goudé. La guerre, c'est fini. C'est ce qu'on attendait, nous, en tant que société civile. La réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire est claire. La réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire est qu'elle a décidé de condamner par accoutumance le président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison. Mon collègue vient de le dire tantôt. Il est libre de tout mouvement à la CPI. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'elle fait partie de la charte de la CPI. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il est condamné à 20 ans de prison. Est-ce qu'aujourd'hui, si la CPI dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas commis toutes ces offenses dont on l'accusait, est-ce que la société civile ne doit pas chercher à savoir qui est la cause donc de ces 3000 morts en Côte d'Ivoire? Madame, il est très important qu'à un moment donné, nous tournons la page de notre histoire. Donc que douloureuse. justice ne soit pas faite. Non, madame, si nous voulons nous rendre justice, nous devons repartir jusqu'en 2002. Avec la rébellion armée, aller plus loin même avec le coup d'État militaire de 1999. Mais madame, où allons-nous avec ça? Je l'ai dit tantôt, de 1999 à ce jour, ça fait 20 ans. 20 ans que la Côte d'Ivoire traverse une crise politique. Madame, à un moment donné, nous devons dire stop. Asseyons-nous, discutons, trouvons des compromis et un consensus afin que le pays puisse avancer. Parce que nous, jeunes, c'est notre avenir qui a été pris en otage. Et ils doivent libérer notre avenir. Parce que notre avenir, ils ont mis ça dans leur poche. Et chaque matin, ils enfoncent leurs mains, ils prennent pour essuyer leur visage. Non, nous disons, trop c'est trop. Alors, avec ce que vous êtes en train de dire, êtes-vous favorable au retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Ablé Goudé en Côte d'Ivoire? Oui, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, ce que nous demandons au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, tous les jours, il le dit sur tous les médias, qu'il est fils d'Houphouët-Boigny. Nous sommes d'accord avec lui. Mais nous disons, nous, en tant que petit-fils d'Houphouët-Boigny, un fils d'Houphouët-Boigny doit toujours apprendre à pardonner. Un fils d'Houphouët-Boigny, à un moment donné, quel que soit le tort subi, doit dire, écoutez, je vais pardonner mon frère, je vais pardonner ma soeur, parce que c'est ce que nous avons eu comme enseignement auprès de nos parents, auprès de nos aïeux. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons, l'acte concret qu'on attend du gouvernement, c'est de nous aider à faire venir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Nous, il le faut pour la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo et Ablé Goudé, ce sont des personnalités qui ont beaucoup de militants, qui ont beaucoup de personnes qui soutiennent leurs actions. On ne peut pas les exclure dans cette réconciliation. Il faut qu'ils soient en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons au président Alassane Ouattara de mettre bas la terre. Parce que pour nous,
le moment est venu de se réconcilier, de tout laisser tomber, d'oublier toutes les frustrations, d'oublier tout ce qu'il a subi comme tort de la part de certains acteurs. Le président Alassane Ouattara, il est le fils de Fauboigny. Un fils de Fauboigny doit toujours pardonner son prochain. Ce que nous lui demandons, c'est de donner une chance à la paix et à la réconciliation. Gage d'un meilleur avenir pour cette jeunesse responsable, consciente que nous représentons. Parce que tant que eux, les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre, ça sera toujours un blocage pour notre avenir. Monsieur le Président, vous prônez la réconciliation, chose qui est bonne. Monsieur le Président, hormis le président Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, il y a des cyberactivistes, il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y a même encore des prisonniers politiques de la crise post-électorale. Est-ce que vous pensez que la justice ivoirienne est arbitraire? Mais madame, je crois que non, c'est un point essentiel, mais nous disons, comme je l'ai dit tantôt, si nous voulons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, je crois que le président Alassane Ouattara, dès qu'il a pris le pouvoir, il avait même dit qu'il allait mener une enquête, il allait diligenter une enquête afin qu'on puisse connaître l'auteur du coup d'État de 1999. Il avait même dit qu'il était important qu'on sache qui a fait quoi dans ce pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun résultat de ces enquêtes. Alors donc, aujourd'hui, ce que nous demandons, il est important que le président Alassane Ouattara, sûrement qu'il a un plan B, c'est-à-dire il est en train de voir dans quelle mesure il va apaiser les cœurs des uns et des autres, bien entendu, en faisant une déclaration officielle pour dire la paix, désormais la paix est revenue, nos frères qui sont en exil vont rentrer en Côte d'Ivoire, et bien voilà, et le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourront rentrer, et voilà, et l'ex-président Soro Kibafori Guillaume, qui n'a pas été poursuivi depuis 9 ans. Oui, qui est en exil, doit rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, si on doit juger du côté du pouvoir FPI, qui sont en exil, il faut juger du côté du pouvoir RHDP aussi. C'est ce qu'on dit. Pendant 9 ans, il y a seulement eu la justice du vainqueur. Soro Guillaume est quand même un des belligérants de la crise ivoirienne. Si aujourd'hui on lance un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume et que la Cour africaine des droits de l'homme dit que le mandat doit être annulé, moi en tant que citoyenne ivoirienne, je vois un peu même de la Cour africaine des droits de l'homme, je sens un peu une injustice. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a encore 23 prisonniers politiques depuis 9 ans. La Cour africaine des droits de l'homme ne s'exprime pas. Pourquoi est-ce que quand on arrive sur Soro Guillaume, c'est là que cette Cour-là décide donc de s'ingérer dans l'autorité de l'État ivoirien? Moi, c'est ma question. Et madame, c'est ce que je disais tantôt, il est très important qu'à un moment donné de notre histoire, nous sachions tourner la page. Si nous devons passer tout le temps, toute notre vie, à remuer le couteau dans la plaie, ça sera vraiment difficile que nous puissions nous retrouver en tant que frères et sœurs ivoiriens. Donc on oublie les 23 prisonniers politiques qui sont encore en prison depuis 10 ans. C'est pourquoi, non, ceux qui sont en prison, nous avons demandé au président de la République qu'il faut les libérer. Et en œuvre, on n'a toujours pas gain de cause. Ah on oui. a l'impression même que la société civile en Côte d'Ivoire ne s'inquiète même pas de prisonniers politiques. Non, madame. Elle s'inquiète juste du sort du Non, président madame, ne Gbagbo dites pas ça. Non, madame. Nous avons interpellé plusieurs fois le président de la République de Côte d'Ivoire. Si l'interpellation ne donne pas gain de cause, on n'a pas vu de marche, on n'a pas senti en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi toutefois on remet en cause la crédibilité de la société civile. Non, madame. À part vous non, qui madame. venez de Non, me madame. montrer ces prix auxquels vous avez, ces prix qui vous ont été décernés. Madame, s'il vous Toute plaît. société civile en Côte d'Ivoire est quand même civilisée. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, Je vous écoute, madame. S'il président. vous plaît, madame. Vous savez, Allez-y. dans la vie d'un homme, à un moment donné, il faut pouvoir se fixer un objectif. Et nous, qui représentons cette jeunesse consciente et responsable et citoyenne au niveau de la Côte d'Ivoire, regroupée au sein de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne, nous avons décidé de combattre l'injustice. C'est pourquoi, dès la mise en place de notre organisation, nous avons écrit à l'ONU. Nous avons écrit à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Nous avons été à toutes les grandes rencontres. Nous avons été reçus par tous les acteurs politiques. Et nous avons émis le vœu d'une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Et que tous les prisonniers politiques soient libérés. Parce que cette guerre-là, ça dure plus, c'est pas 10 ans, ça dure plus de 20 ans. Il faut repartir en arrière.
depuis 1999. Donc pour nous, l'heure a sonné pour qu'on puisse se réconcilier. Alors donc, nous ne luttons pas pour M. Laurent Gbagbo, nous ne sommes pas militants du FPI, nous ne sommes pas militants de quel parti, UDPCI, nous ne sommes pas militants du RDR, qui est aujourd'hui RADP, nous ne sommes pas militants du PDCI. Nous avons notre neutralité et cette neutralité doit rester intacte. Alors, il est de notre devoir, lorsque la situation se présente et que le peuple, ceux qui sont les plus démunis, sont menacés, ou bien leurs intérêts sont menacés, ou bien leurs droits sont menacés, de tirer sur la sonnette d'alarme. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et nous ne cessons d'interpeller le gouverneur de Côte d'Ivoire d'accepter de s'asseoir autour de la même table avec tous les acteurs politiques. Parce que pour nous, si nous voulons passer, si nous devons décider de passer toute notre vie à parler de crise, à parler de justice, il n'y aura jamais de réconciliation, madame. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission, ça fait débat. Et nous recevons M. Ibrahim Yaoremi, président de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne. Alors, M. Ibrahim, notre pays a été l'objet de 2 attaques en une semaine. Une à Kafolo, c'est-à-dire Ferkissédougou, et l'autre à Odjiné. Celle de Kafolo a causé la mort dans les rangs des forces armées ivoiriennes. Ahmed Bakayoko, ministre de la Sécurité, a attribué cette attaque à des djihadistes, dont l'un des chefs serait arrêté. Quant à l'attaque de Djinné, elle a été attribuée aux orpailleurs clandestins par le ministre de la Sécurité. Un commentaire? Monsieur, je suis quand même étonné et surtout surpris que certains acteurs politiques fuient souvent leurs responsabilités. Mais pour nous, en tant que société civile, nous avons besoin de preuves palpables. Dans quelles conditions le chef djihadiste a été arrêté? Nous attendons de le voir même physiquement à la télévision. On dit, voici le chef djihadiste, il a été arrêté dans telles conditions. Mais jusqu'à ce jour, ce sont des déclarations. Mais nous disons qu'aujourd'hui, c'est très important. Le gouvernement doit assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Lorsqu'il y a une telle situation très grave, où nous perdons 12 personnes, 12 de nos concitoyens, il est important que le président de la République lui-même s'exprime. Il faut qu'il fasse une adresse à la nation. Comme l'attaque de Bassam. Ah oui, c'est ce que nous attendons d'abord. Et puis maintenant, diligenter une enquête. S'il y a une enquête, qu'on nous montre les résultats. Qu'on nous dise, voici, nous avons diligenté une enquête, voici les résultats. Le chef commando, grâce à nos enquêtes, a été interpellé à tel lieu. Le voici, on le présente physiquement pour rassurer les Ivoiriens. Jusqu'à ce jour, les Ivoiriens ne sont pas rassurés. Alors, et l'attaque d'Odjiné qui a été attribuée aux orpailleurs clandestins? Mais, chers frères, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, dans ce pays, souvent les gens utilisent la politique pour faire tout. Affaire de orpailleurs clandestins, ça fait plus de 6 mois que le président, je crois c'est le président Rikona Bédié, qui a eu à parler de ça. Qu'il y a des étrangers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Certains ont des armes et qui vont nous attaquer, qui peuvent nous attaquer à tout moment. Mais le gouvernement a démenti ça pour dire non, le président Rikona Bédié est xénophobe. Mais pour nous, aujourd'hui, avec cette attaque, on revient encore pour nous dire non. Ce sont ces mêmes clandestins, ces mêmes orpailleurs qui, à un moment donné, on disait que c'était du faux et que ce que le président Henri Konan Bédié était en train de dire, il était en train d'exclure un certain nombre d'Ivoiriens parce que ces déclarations étaient vraiment un peu xénophobes. Mais aujourd'hui, nous disons que si le gouvernement reconnaît qu'il y a des personnes, des orpailleurs clandestins et qui mènent des attaques contre la Côte d'Ivoire, il faut utiliser des voies et moyens pour que cela s'arrête.
Président Yao, nous sommes à 4 mois des élections présidentielles et les candidatures s'annoncent déjà. Parmi celles-ci, la candidature du président Henri Konan Bédié qui fait couler beaucoup d'encre. Si vous avez vu les titres des journaux, vous avez vu que plusieurs Ivoiriens se sont scandalisés. Que pensez-vous donc de la candidature du président Aimé Henri Konan Bédié? Mais madame, nous ne sommes pas politiciens. Nous représentons la société civile ivoirienne, la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne. Donc, si un parti politique estime que telle ou telle personne a la capacité ou bien est digne d'être leur candidat, ben, ça c'est de leur droit. Parce que vous êtes de la société civile ivoirienne, vous pouvez vous inviter dans le débat et quand même parler de la candidature du président. Ah non, nous n'avons rien à voir avec ça. Ce que nous disons, nous menons des actions de sensibilisation et de conscientisation des acteurs politiques. Et d'ailleurs, nous avons dans notre programme d'activité une programmation pour féliciter, pour donner des prix de mérite aux acteurs politiques qui, depuis 2019, concourent à la réconciliation, une vraie réconciliation. Mais vraiment, ça sera vraiment dommage que nous puissions intervenir dans leur débat interne. Vous irez quand même voter au soir du 31 octobre. Le président Alassane Ouattara a décidé de passer la main à une nouvelle génération. On connaît déjà le candidat du RHDP, c'est son Excellence Amadou Gon Coulibaly. On connaît aussi probablement le candidat du PDCI. Il y a Soro Guillaume qui a aussi posé sa candidature. Vous avez quand même un regard sur toutes ces candidatures parce que vous êtes ivoirien. Le prochain président de la Côte d'Ivoire viendra de toutes ces personnes-là. Quel est donc vos regards sur la candidature du RHDP? Ou bien est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle classe politique? Merci pour la pertinence de cette question. Pour nous, en tant que société civile, les élections qui vont s'organiser le 31 octobre prochain, ces élections seront beaucoup décisives dans la vie de la jeunesse ivoirienne. Parce que comme je l'ai dit, 80% de cette jeunesse aujourd'hui croupit sous le poids de la misère la plus extrême. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous, et c'est pourquoi, pour la première fois dans l'histoire, la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne va se retrouver à un congrès extraordinaire à 1 mois des élections. Ce n'est pas trop juste, 1 mois des élections? Non, c'est pas trop juste. Un congrès extraordinaire? Un congrès extraordinaire, 1 mois avant les élections, nous devons nous retrouver parce que nous nous retrouvons pour analyser les programmes de société. Pour analyser les programmes de société des différents acteurs qui aspirent à diriger notre pays, afin que nous puissions nous prononcer. Parce que ça ne sera plus comme avant, où les gens passent à la télévision, on n'a jamais vu physiquement leur programme de société, ils viennent, ils font des promesses, je donne 100 milliards, je donne 800 milliards. Non, ça c'est fini. Alors, Monsieur Ibrahim, lors de l'une de vos publications, vous avez dit, je cite, « Chers amis jeunes de Côte d'Ivoire, nous représentons 70% de la population ivoirienne. Alors, le choix du futur président de notre pays dépendra de notre mobilisation et notre engagement à faire l'ultime choix, car nous avons aussi la capacité de gouverner notre beau pays. » Est-ce à dire que vous voulez vraiment un jeune à la tête de ce pays? Mais pas forcément un jeune. Pas forcément un jeune. Mais ce que nous demandons à être pris en compte dans toutes les instances de décision. Puisque nous représentons plus de 70%. C'est nous qui représentons la majorité. Ces aînés qui sont devant nous, qui gèrent notre pays, ils ne représentent que 10 à 15%. Donc, pour nous, il est inacceptable que 10 à 15% décident à notre place. C'est pourquoi il est important pour nous de nous retrouver à un congrès extraordinaire et d'analyser les programmes de société, discuter cas sur table avec chaque candidat. Parce que pour nous, désormais, pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut que la grande majorité des postes de décision reviennent à la jeunesse. Monsieur Yao Ibrahim, on vous sent aux allures. On vous sent tellement chaud que j'ai envie de poser cette question. Avez-vous un problème avec la commission électorale indépendante? Et madame, je voudrais que vous soyez à l'aise. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit, mais il est important de le souligner. Toutes les crises que nous avons connues, la crise la plus récente, c'est celle de 2010. Elle est du fait de la commission électorale dite indépendante, madame. Mais nous ne voulons plus
revivre cette situation difficile. Mais c'est dans quelles conditions comment il s'appelle, M. Koulibaly Culbert. a été installé comme président de la commission électorale. Mais nous devons tirer les leçons de cette crise de 2010. Pourquoi il n'est pas éligible à diriger la commission Non, électorale? nous disons que pour qu'il y ait la transparence, pour nous éviter une autre crise encore plus grave que celle de 2010, il faut qu'il y ait un consensus et de compromis entre tous les acteurs de la vie politique et la société civile ivoirienne. Qu'on puisse mettre en place une commission consensuelle, une commission acceptable par tous, afin qu'au soir du 31 octobre, il ne puisse pas avoir de crise. Mais pour nous, cette commission électorale qui a été mise en place, mais madame, toute l'opposition ivoirienne rejette. Nous, en tant que société civile ivoirienne, nous rejetons cette commission électorale. Parce que nous n'avons même pas été associés. Nous ne savons même pas dans quelles conditions. Mais madame, il ne s'agit pas de nous associer, mais il s'agit de s'asseoir autour de la même table et de dire comment nous voulons organiser cette élection. Donc, pour vous, le président de la commission électorale indépendante doit peut-être venir de l'opposition comme en 2010. Non. Parce qu'en 2010, quand même, il venait aussi de l'opposition. Non, madame, ce que nous réclamons aujourd'hui, le président de la commission électorale doit être de la société civile ivoirienne. Ça, c'est ce que nous réclamons. Donc, est-ce à dire que quand il sera de la société civile ivoirienne, il n'aura pas de parti pris? Ah non, il n'y aura pas de parti pris. Mais madame, si aujourd'hui, on demande à la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne de proposer un président, mais madame, ce président qui va sortir de notre organisation n'a pas droit à l'erreur parce qu'il va mettre en danger l'avenir de toute une génération. Il est conscient que s'il rate, mais madame, nous allons le purger avec de l'acide. Donc c'est vraiment très important. Monsieur Lebrun, vous pensez qu'aujourd'hui que M. Cuibert n'est pas conscient du fait que les élections de 2020 reposent un peu sur les épaules de la commission électorale indépendante, quand on sait qu'on ne veut pas répliquer ce qui s'est passé en 2010, tous les Ivoiriens sont quand même alertés. Oui. Mais madame, c'est ça, c'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions parce que nous avons interpellé tous les acteurs politiques. Et ce que je vous disais tantôt, nous avons eu l'opportunité de rencontrer tous les acteurs politiques. Même le président Alassane Ouattara nous a envoyé un courrier de félicitations pour notre engagement. À la suite de ça, nous avons été conviés à une séance de travail par ses services et nous avons relevé ce problème. Ça veut donc dire que le président reconnaît le mérite. Bien entendu. Okay. Le courrier est là, je peux vous donner une copie. Okay. Donc, mais nous sommes surpris que, écoutez, on reconnaît que nous existons, que nous représentons la majorité et que chaque soir, on est assis là, on voit des personnes qui se déclarent à la commission électorale, qui ne peuvent même pas, je ne sais pas si ces personnes-là, je ne sais pas qui ils représentent. En tout cas, de notre part, parce que pour nous, des personnes qui ont créé leur petite association de famille ou bien d'amis, qui se réclament de la société civile et qui se retrouvent quelque part parce que ils ont besoin de collaborer avec ces acteurs politiques. Ceux-là ne sont pas de la société civile. Parce que la société civile a un rôle de neutralité objectif. Okay. Alors, M. Ibrahim, vous critiquez beaucoup le RHDP par ricochet le président de la République. Je ne critique pas. Qu'est-ce que vous reprochez au président de la République? Le rôle de la société civile ivoirienne, c'est d'intervenir dans le débat public afin de ramener le pouvoir en place à la raison, afin qu'on puisse... Qu'est-ce que vous reprochez au pouvoir actuel? Qu'est-ce que vous puisse entendre la voix des plus démunis. Qu'est-ce que vous reprochez alors? Ce que nous reprochons au pouvoir, nous demandons au pouvoir d'accepter de s'asseoir autour de la même table avec tous les acteurs politiques. Parce que nous ne voulons plus de crise. Nous refusons qu'un jeune Ivoirien tombe encore sur le sol de nos ancêtres. Nous refusons que le sang des innocents coulent encore sur le sol de nos ancêtres. C'est ce que nous refusons. Nous ne sommes pas contre le RATP. La preuve en est que dans toutes nos actions, nous écrivons au président de la République pour l'informer. Pour dire, monsieur le président, nous sommes en train de faire ça. Même quand nous avons une autre prix, nous l'avions écrit. Pour dire, monsieur le président, nous voulons venir vous rencontrer. Vos enfants sont en train de mener des actions concrètes. Mais il est temps de s'asseoir autour de la même table avec nous. Parce que, monsieur le président, ça, c'était depuis début 2019. Nous avons écrit pour dire, monsieur le président, il est temps de nous écouter. Donc nous ne sommes pas contre le RHDP. Au contraire, nous encourageons le RHDP à accepter le dialogue avec l'opposition. Parce que le président Alassane Ouattara, il se réclame d'Oufo Bayi. Alors, un homme de paix, un homme d'engagement, tout ce que nous lui demandons,
c'est d'accepter de s'asseoir tous de la même table avec ses frères et sœurs. Parce que nous savons bien, nous sommes convaincus que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de bien. Il a un bon cœur. Mais c'est tellement qu'il y a certaines personnes qui sont autour, c'est ceux-là qui mélangent les calculs. L'influence un peu. Ben, nous ne savons pas, nous sommes en train de dire, mais écoutez, le président Alassane Ouattara, ça personne même parce que, à un moment de notre vie, avant qu'il ne soit président, il était pour nous comme un messie. Le président Alassane Ouattara était pour nous comme un messie. Mais moi, ben, tu me parles du président Alassane Ouattara, je vais te gifler. Je dis, mais écoutez, quelqu'un qui veut bien faire, mais il a tout l'argent, il dit qu'il a un sac, il y a de l'or dedans. Et puis vous voulez quoi? Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont découragés. Certains sont tombés dans ce combat noble, sans pouvoir réaliser leurs rêves. Nous disons qu'il est temps. Le président Ouattara a fait ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. Et nous le remercions d'avoir pris l'engagement devant le peuple de Côte d'Ivoire, d'avoir respecté notre constitution en disant, je ne vais plus me représenter. Ça, vraiment, nous tenons à le féliciter. Même si la Constitution l'autorise encore. Ah, madame, c'est vous qui le dites, mais pour nous, en tant que société civile, la Constitution ivoirienne n'autorise pas le président Alassane Ouattara à se présenter. Un point, un trait. C'est la position de la société civile ivoirienne. Il n'y a plus de limitation d'âge dans la société. Madame, vous nous êtes allons... sur un plateau de télévision, la Constitution permet au Nous n'allons pas rentrer dans ce débat. Le président a décidé de ne pas se présenter, chose Oui, pour nous, nous le félicitons, nous l'encourageons. C'est notre papa, nous disons, il a fait un bon choix. C'est pourquoi nous allons lui décerner un prix. Le prix est prêt. On attend ce que nous... Monsieur le Président Embrun, le gouvernement vient de proroger l'enrôlement des Ivoiriens sur la liste électorale parce que nombreux sont ces citoyens-là qui ne se sont pas encore enrôlés. Est-ce que vous pensez que la CEI est prête pour organiser les élections présidentielles de 2020? Merci, madame, de nous donner l'occasion, l'opportunité de nous prononcer encore sur ce point, ce problème de la commission électorale dite indépendante. Nous disons que la commission électorale indépendante qui est là actuellement, elle n'est pas prête. Elle ne peut pas organiser d'élections crédibles. Pour nous, en tant que société civile, les conditions ne sont pas réunies. Mais nous sommes déjà à 4 mois. Mais c'est ça. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut que le président Alassane Ouattara arrive à prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire? Le président Alassane Ouattara a la possibilité de décider de prendre une grande décision. S'adresser à la nation. Dit, écoutez, nous sommes à 4 mois des élections. Je demande à mes frères et sœurs qui sont de l'opposition, la société civile significative, nous devons nous retrouver, travailler pendant 1 mois afin que nous puissions nous entendre et aller aux élections. On peut le faire tout encore possible. N'attendons pas à 1 mois des élections. Oui, donc mais cette commission électorale qui est là, nous, en tant que société civile, nous disons qu'elle est suicidaire, elle ne peut pas organiser des élections crédibles. Alors, nous sommes à 4 mois. Si jamais on change la commission électorale indépendante, il va pratiquement rester 3 mois et demi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je vous disais. Une nouvelle équipe viendra encore. Il faut une commission électorale consensuelle, acceptable par tous. Quand c'est consensuel, mes chers frères de toi et moi, il n'y a aucun problème. On a besoin de faire des réaménagements techniques au sein de la commission, avec tous les acteurs autour de la même table. De dire, écoutez, voici là où se pose le problème. Le président, celui-là, nous ne le voulons pas. Nous, en tant que société civile, au niveau de la jeunesse, nous, ce monsieur-là, nous n'avons pas besoin de lui. Président, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Est-ce que ces mots-là vous interpellent? Ah oui, je l'ai dit, parce que aujourd'hui, c'est très important de lancer un message fort à la jeunesse. En leur demandant, chers frères et sœurs jeunes, vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Depuis 20 ans, notre avenir a été pris en otage. C'est un réveil de conscience. Alors, il est temps de vous réveiller. Parce que le 30 octobre 2020, c'est la date butoir. Soit notre avenir change, soit notre avenir sera plongé plus que jamais. Plus jamais de générations sacrifiées en Côte d'Ivoire. Ah oui. Donc, c'est un cri de cœur, et de conscientisation, de responsabilisation, et afin que mes frères et sœurs qui ont pris conscience que désormais nous ne devons pas compter sur les politiciens parce que ceux-là nous exploitent à leur fin afin d'arriver à réaliser leurs projets. Alors donc pour nous il était important de lancer ce cri de cœur et de dire que nous pouvons changer notre destin le 30 octobre. Bien entendu, il faut que nous nous retrouvons d'abord pour analyser les programmes de société. Il ne s'agit pas de parler. Parce que pour pouvoir faire un bon choix, il faut connaître le programme de société. L'analyser minutieusement. Faire ressortir les forces et faiblesses.
Et en fonction de ça, discuter avec ceux qui l'ont conçu. Pour dire, monsieur, voici les forces et faiblesses de votre programme de société. Mais nous, en tant que jeunes, voici nos préoccupations. Et c'est au vu de ça que nous pouvons prendre des décisions idoines. Que nous allons lancer un appel et surtout les consignes de vote. Parce que c'est en fonction du programme de société. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de passer à la télévision pour dire je vais faire tel projet, je vais réaliser ça pour les jeunes, je vais faire ça. Ça, depuis plus de 20 ans, c'est la même chanson. Cette chanson-là, c'est trop. Trop, c'est trop, comme vous venez de le dire. Nous sommes au terme de notre émission. Que voulez-vous que le monde entier retienne de votre passage sur les antennes d'Ivoire TV? Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous donnez aujourd'hui à la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne de lancer un appel important à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Nous leur demandons de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, de regarder la souffrance de leurs enfants que nous sommes, de regarder cette population dont aujourd'hui plus de 60% vit sous le seuil de la pauvreté. Il est important qu'aujourd'hui, cette jeunesse responsable, consciente, citoyenne, qui a décidé de prendre son destin en main, puisse s'asseoir autour de la même table et discuter avec les acteurs politiques. Donc nous demandons à tous les acteurs politiques, à tous nos gouvernants, de donner une chance à la paix. Parce que nous ne voulons plus revivre la même situation que celle de 2010. Beaucoup de jeunes sont tombés dans ce combat. Aujourd'hui, leurs parents vivent encore. C'est vraiment difficile de supporter ça. Ces parents comptaient sur ces âmes innocentes. Malheureusement, beaucoup sont tombés. Et pour éviter une autre crise encore plus grave que celle de 2010, nous demandons au président de la République de faire le sacrifice suprême en acceptant de donner une chance, en s'asseyant autour de la même table, en prenant son téléphone lui-même, le président Alassane Ouattara, de faire ça au nom de ces enfants que nous sommes. Nous lui demandons pardon. Nous avons besoin de lui. Qu'il fasse un geste à l'endroit de cette jeunesse ivoirienne, qui refuse de mourir, qui refuse de cautionner la forfaiture, qui refuse d'aller à une élection suicidaire, une élection qui va entraîner encore des morts. Nous refusons ça en Côte d'Ivoire. Nous demandons à la communauté internationale de nous aider. Nous avons écrit à l'ONU, nous avons écrit à toutes les représentations diplomatiques. Et nous demandons à la France surtout, le pays colonisateur, de ne pas regarder les choses faire. Nous avons écrit au président Macron, mais nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas. Mais pourtant, ce sont ces jeunes-là qui vont tomber s'il y a une crise encore. Mais nous refusons de mourir. Il faut que Dieu Tout-Puissant, qui est le maître du temps de la vérité, touche leur cœur, qu'ils aient pitié de nous. Nous avons besoin aussi, en tant que jeunes, d'avoir des vies de famille. Alors donc, merci pour l'opportunité que vous donnez à la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne de se prononcer sur la situation de la Côte d'Ivoire et de faire une analyse critique et de faire des propositions concrètes. Pour nous, l'heure a sonné de discuter quatre sur table avec cette jeunesse que nous représentons. Je vous remercie. Monsieur Ebro, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau d'Ivoire TV. C'est avec ces mots que prend fin notre émission Ça fait débat. Nous recevions M. Ibrahim Yaoremi, président de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages YouTube et Facebook en cliquant sur la cloche de notification pour suivre nos émissions en direct. Au revoir et à la prochaine. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.